guys et bienvenue sur The Handsome Medicine. Alors le cours d'aujourd'hui ça va être à propos de la diffusion simple, la diffusion active et tout ça. J'avais dit que j'allais faire l'équation d'Ernst et tout ça, mais finalement, pour moi vous n'êtes pas encore prêts. Si vous suivez juste mes cours, vous n'êtes pas encore prêts pour ça. Il faut que je vous parle de ça, ça va prendre une bonne quarantaine de minutes, c'est assez long. Mais ensuite vous pourrez vraiment tout comprendre très facilement. Donc on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Vous devez comprendre c'est quoi la différence entre polaire et non polaire. Alors quelle est la différence entre les deux? Non polaire par exemple c'est les acides gras. On a une chaîne de 16 carbones, il n'y a aucun oxygène, il n'y a rien dedans dessus. Ça c'est l'acide gras, le palmilate. Il a 16 carbones. C'est ce qu'on arrive à faire, à synthétiser dans notre cellule. On arrive à synthétiser le palmilate par exemple. Il a 16 acides gras, il est non polaire, c'est-à-dire qu'il est hydrophobe, c'est-à-dire qu'il est lipophile. Donc, la membrane, elle est faite de phospholipides et d'acides gras, de deux acides gras. On a un glycérol, de phospholipides et deux acides gras, si on veut être plus exact. Ça ressemble à ça. Entre eux, on a le cholestérol, on a des acides gras saturés, insaturés. L'insaturé va être comme ça. Et on va avoir des sphingolipides, par exemple, on va avoir des protéines, bref. Ça, c'est la membrane en général. Il faut la fluidité et tout ça. Bon, on va pas en parler tout de suite. Ça sert à rien pour l'instant. Donc, ces acides gras lipophiles, alors aussi, on a plein d'acides gras dans la membrane. Et bien, lipophiles, ils peuvent traverser. C'est ce qu'on appelle la diffusion simple. Et c'est pas un électrolyte, il n'est pas chargé. Donc, la diffusion pour lui, c'est un autre game, c'est autre chose. Il dépend juste de comment elle est la membrane, par exemple. Est-ce qu'elle est large? Si la membrane est énorme, ça va être plus difficile pour lui de passer, par exemple. Si lui, il est énorme, ça va être plus difficile pour lui de passer. Donc lui, ça ne dépend que de ça. Lui, il peut passer librement ici, il n'a aucun problème. Il n'y a pas de problème pour lui, il peut traverser la membrane très facilement. Mais qu'est-ce qui se passe pour les composés polaires? Alors, pour les composés polaires, ça va être une toute autre histoire. Alors, je vais parler d'abord de l'eau. Parce qu'on est polaire, hydrophile, alors on va parler de l'eau. On a l'eau, c'est ça. On a deux hydrogènes et un oxygène. Un hydrogène, il faut se rappeler que c'est ça. C'est un proton à l'intérieur du noyau et à l'extérieur. On les orbite, on a un électron. Alors l'électron, il est là, il est partagé avec l'oxygène. Mais l'oxygène, c'est un petit enculé. Il adore les électrons. Et lui, c'est un putain d'égoïste. Ils sont en train de partager leurs électrons. Les autres composés, ils auraient partagé leurs électrons. Alors quand tu as C16 par exemple, ils partagent les hydrogènes et le carbone, ils partagent les électrons entre eux. Ils sont réglo, tu vois, c'est des gars réglo. Mais ça, c'est un vrai enfoiré. Et lui, il veut les électrons. Alors il vient le prendre. Cet électron-là, il vient plus par là. Il vient plus par là. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il va être plus électronégatif, ce côté-là. On va avoir comme une petite charge ici. Et là, ça va être plus électropositif, parce qu'il a perdu son électron. Rappelle-toi, si tu enlèves l'électron d'hydrogène, il ne reste plus que ça. Il ne reste plus que H+. Donc c'est plus positif, voilà, si tu veux un peu plus comprendre. Et qu'est-ce qui se passe dans l'eau? La cohésion qu'on parle dans l'eau. Pourquoi l'eau est attirée par l'eau? Elle est attirée par l'eau. Quand tu as un liquide qui déborde, par exemple, tu as un liquide qui revient de son côté-là, par exemple. Ça, on va en parler en philosophie pour les poumons, c'est hyper important, du surfactant, par exemple. C'est pour ça que je vous parle de ça. Donc, on a ici l'eau qui est polaire, excusez-moi. C'est un dipôle, on parle d'un dipôle. On prend une autre molécule d'eau, par exemple comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est négatif et positif, ils vont avoir des liaisons. Ça c'est convalent, liaison covalente, elle est plus forte. Celle-là elle est moins forte, mais c'est tout de même une liaison. Et c'est là où on a la cohésion de l'eau. Ils se mélangent entre eux. Et c'est ce qui se passe quand on a des composés polaires. Par exemple, on va dire le sodium et on a le chlorure. Si on a le chlorure par exemple, il est négatif, il va être attiré là, et le sodium est positif, il va être attiré là. Donc ils vont être hydrophiles, ils vont s'attirer avec l'eau. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la membrane? Dans la membrane, c'est majoritairement hydrophobe. Donc ils vont venir passer là, et va dire dégage, dégage. Toi, tu es chargé, tu dégages. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire? On a quand même du mouvement à travers la membrane, non? Vu qu'on va parler de ça de toute façon. Donc bon, je vous spoil pas grand-chose, je crois. Donc c'est là où on va en parler. Alors, ces électrolytes qui sont polaires, comment ils vont passer de l'autre côté? Comment ça va se passer? Même l'eau est polaire pour le coup, hein, vous avez remarqué. Alors pour l'eau,
on va dire que c'est la membrane. Je vais faire juste un trait, on va pas se faire chier à faire des trucs. On a 6 sous-unités, je pense, 6. On appelle ça des connexides qui forment un connexon. Et c'est comme un port, c'est comme un trou où l'eau passe, tout simplement. Vu qu'il est chargé, il ne peut pas passer par là. Ça, c'est les composés non polaires qui passent ici, oui, non polaires qui passent là-bas. Donc là, on va avoir un port, un canal pour l'eau, et on appelle ça une aquaporine. Et bien l'eau, elle va dépendre de l'osmose. Là encore, j'ai parlé plein de fois de l'osmose, et ben c'est pour ça que j'en ai parlé, je me suis cassé les couilles avec ça. C'est là où tu as l'osmose. Alors je vais vous donner un petit exemple dès maintenant. Mon autre vidéo en anglais, je donne l'exemple plus tard, je préfère le faire maintenant finalement. Ici c'est mieux. Donc par exemple, imaginons que tu as une hypernatrémie, tu as bouffé plein de sel, tu as un gros porc, tu as le McDo, tu as bouffé plein de trucs salés et tout ça. Tu as plus de sodium ici. Donc ce côté-là, l'extracellulaire, et là c'est l'intracellulaire, il va être encore plus concentré en sodium. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'eau, c'est 80% d'eau à l'intérieur de la cellule, il faudra rappeler, c'est 80%, il y a plein d'eau. Donc, par osmose, pour équilibrer l'osmolarité entre les deux, tonicité, ce que vous voulez, on s'en bat les couilles, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va passer de ce compartiment à l'autre pour équilibrer l'osmolarité. Parce que plus tu vas diluer ce côté-là, plus ça va s'arranger. Et par exemple, je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre l'hypertension par rapport à ça. Ici, c'est 3 quarts et 1 quart. 3 quarts de l'eau est dans l'interstition, et 1 quart est dans les capillaires. Ça, on va dire que c'est les capillaires. Qu'est-ce qui va se passer? C'est par exemple si tu prends plein de sodium, et il en faut pour 4 litres d'eau, on va dire, pour équilibrer tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? 3 litres vont aller dans l'interstition, et 1 litre va aller dans les capillaires. Tu vas rajouter 1 litre dans ton volume total de sang. Ce qui fait que tu seras en hypertension, il y a trop d'eau. Mais bon, c'est pas... Si tu bois trop de sel et que tu n'as pas de problème rénaux, pas de problème, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est ok. Donc ton rein, il va s'occuper d'excréter cet excès de sodium. Ça sert le rein. Mais enfin bon, je vous ai donné l'exemple juste pour que vous compreniez à quoi ça sert. Donc ça, c'est des connexions. Et ça, c'est ce qu'on appelle la diffusion simple. La diffusion simple. Et la diffusion simple, pas d'énergie. Pas d'énergie utilisée. Je vais vous parler de celle qui utilise de l'énergie. Bon, pas longtemps. Mais tout de suite, pour le coup, carrément. Alors, c'est ce qu'on appelle la diffusion simple, et c'est le transport passif. Transport passif. Je suppose que vous avez besoin que je vous écrive tout ça, hein, mais bon, je vais l'écrire, on s'en bat les couilles. Maintenant, je vais vous parler du transport actif. Après, je vais jouer entre transport passif, transport passif, actif, pour bien vous expliquer en vous donnant des exemples, parce que comme ça, vous allez mieux vous rappeler. Donc, pour le transport actif, maintenant, on va passer au transport actif. Là, ça va être c'est simple, au fait, mais moi, je vais le compliquer parce que je vais vous donner le détail. C'est pour ça que c'est plus compliqué. Parce que vous en aurez besoin, de toute façon, après. Ou pas, j'en sais rien, en fait. Enfin, ça dépend du produit. Alors, ici, on a une protéine. Comment sont faites les protéines? Vas-y, pour vous sachiez d'où viennent déjà cette pompe. C'est une pompe déjà, je vous spoil un peu. Bon, on a ici la sous-unité bêta avec des carbohydrates. Carbohydrates, c'est des sucres, comme le glucose et tout ça. Alors ici, on a un noyau, il y a de l'ADN. Cet ADN, elle est transcrite en ARN. Je suis désolé, parce qu'en anglais, c'est d'autres mots, donc je me mélange un peu. Elle est transcrite en ARN messager, ARN messager, qui est lu par le ribosome, qui passe dans le réticulum endoplasmique, qui fait la protéine est envoyée vers l'appareil de Golgi met ça dans une vésicule qui est entourée de certaines protéines de signalisation qui lui dit allez va là-bas mon gars, mais ça c'est des détails de biologie cellulaire, je ne vais pas vous en parler maintenant, hein. Ça ne sert à rien, mais c'est de là où elle vient cette pompe, bref. Elle est faite dans le noyau, dans le messager, le protéine, et elle est mise dans la membrane. Voilà. Ça, c'est juste pour vous dire comment ça commence toute cette connerie. Alors, continuons. Alors, ici, elle a une poche pour l'ATP. Elle a une poche pour le sodium et une poche pour le potassium. Alors, on a tout d'abord le stade E1. Dans le stade E1, le sous-unité alpha contient l'ATP.
Et il a une grande affinité pour le sodium. Il y a 3 sodiums ici qui vont s'attacher. Et quand ces 3 sodiums vont s'attacher, on va avoir une hydrolysation de cet ATP en ADP plus un phosphate. Et le phosphate va prendre la place de l'ATP ici. Et on va avoir un stade E1P. Pour vous parler de l'ATP d'abord, avant de vous dire ce qui se passe dans la suite, je suis désolé de vous faire chier encore avec les détails. L'ATP, c'est un nucléotide. Un nucléotide, c'est un ribose, des phosphates et une base azotée. Tout simplement. Mais ça, je vous explique ça dans un autre cours. C'est pas important. Et ces phosphates, entre eux, ils contiennent des liaisons riches en énergie. Vous savez, la thermodynamique. L'énergie, elle est transférée, elle n'est jamais perdue. On appelle ça détalché. C'est l'énergie libre de Gibbs. C'est de là, bon, de la thermodynamique, moi je suis pas trop de thermodynamique, je connais un petit peu, mais de là vous expliquer en détail, franchement je ne sais pas trop. L'entropie, l'enthalpie, tout ça, c'est assez compliqué. C'est peut-être si je le comprends moi-même. Mais en gros, cette énergie est transférée vers cette pompe qui permet de la faire marcher. Alors comment elle marche maintenant? Voilà, c'était la petite aparté qui sert à rien. Ou qui sert, ça dépend de la personne. Les gens, ils s'en foutent, je crois. Pourquoi j'ai pris ça, ça sert à rien. Alors, cet E1P, il va aller de l'autre côté. Et on va avoir un changement de de conformation de la pompe. Des fois je traduis dans ma tête, donc c'est pour ça que je bug parfois comme ça. Ouais, je sais pas, mon français je pense qu'il est assez bien. Bref, il y a une translocation, on va dire, de cette pompe qui passe de l'autre côté. Quand elle passe de l'autre côté, elle est au stade E2P. Et l'affinité pour le sodium, elle diminue grandement. L'affinité pour le sodium diminue, donc les 3 sodiums, ils se cassent. Ils se disent, oh putain, je me sens pas bien là, vas-y, je me barre, je préfère rester ici. Maintenant, on est en stade E2P. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, le sodium est parti, et dans ce stade E2P, l'affinité pour le potassium va augmenter. Ils vont venir ici, ils vont me dire, eh ben écoute, on est plutôt ici, hein. Ils vont me dire, écoute, moi, toi t'aimes pas le sodium, mais moi j'aime bien. Ici, finalement, c'est cosy pour moi, écoute. Donc, voilà ce qu'ils vont faire. Ils vont dire ici, le potassium, il va se barrer. On va avoir un stade E2 sans le potassium. Et qu'est-ce qui va se passer? L'ATP va venir encore ici. Il va faire retourner encore une translocation, un changement de conformation, avec le potassium maintenant de l'autre côté, les 2 potassiums de l'autre côté. Putain, qu'est-ce que je fais? Les 2 potassiums de l'autre côté, et l'affinité, et quand ils vont de l'autre côté, on va être au stade E1. Comme au début, l'affinité pour le potassium aura diminué, le potassium va se casser, et va rentrer à l'intérieur. Et voilà, et l'affinité pour le sodium augmente encore, et voilà, tu as 3 sodiums qui vont vouloir rentrer à l'intérieur, et on s'en va les couilles. Donc vous avez compris, j'ai expliqué. Donc c'est ce qui se passe avec cette pompe. Alors qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec cette pompe? À part quelle pompe? Ça, on avait compris. On va faire un peu plus d'espace, c'est bon, on s'en fout tout ça, on a compris. Alors, on va remarquer un truc avec cette pompe, c'est qu'il y a 3 sodiums qui partent à l'extérieur, ok, et 2 potassiums qui rentrent à l'intérieur. Et vous remarquez pas quelque chose? Il y a 3 ions qui partent et 2 ions qui rentrent positifs. Donc, tu as des ions négatifs. On dit qu'elle est électrogénique, elle crée une négativité, mais juste dans la membrane. Tu sais, dans la cellule, c'est électroneutre. Donc, tu as autant de positifs que de négatifs. Par exemple, les protéines et tout ça, j'avais parlé de l'effet Gibbs et tout ça. On ne va pas en reparler. Mais dans la membrane, là, on a une différence. Et cette pompe, elle crée une petite différence de charge. Et c'est de moins 5 millivolts, si vous voulez les détails. Parce que les gens pensent que c'est ça qui fait la différence de potentiel, le potentiel de membrane qui est de moins 90. Non, c'est pas la pompe. La pompe, elle aide pour faire ça, mais elle-même, elle ne crée qu'un potentiel de moins 5 millivolts. Ça, j'irai dans les détails avec Nernst et tout ça. C'est là où je vais en parler. Là, c'est juste pour vous expliquer un petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Le plus important pour ce coup, c'est que le sodium, il est plus concentré de l'autre côté, non? Dans l'extracellulaire fluide. Fluide extracellulaire, peut-être. Ouais, bon, et là, c'est intracellulaire, on va pas chercher. Le sodium est plus concentré à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et le potassium, bien sûr, plus concentré. J'ai dit l'hypopotame, potassium intérieur, ok? Le sodium est plus concentré à l'extérieur. Et là, on a des sodiums qui partent contre son concentration gradient. Son gradient de concentration, plutôt, désolé.
par concentration, donc il a besoin d'énergie. C'est pour ça qu'on a besoin de l'ATP. Là. C'est comme, je vais vous expliquer, je vais donner une analogie. C'est comme vous êtes à la salle et vous tapez la barre. Et la barre, elle est trop lourde pour vous, elle est trop lourde. Donc vous dites, hey, il y a votre pote ATP là qui vient. Il dit, hey, ATP, viens aide-moi. Et il vient et il va t'aider. Il va te spotter, je crois, c'est ça qu'on dit. Il va te spotter, il va t'aider. Et tu vas pouvoir soulever. Alors que tu ne pouvais pas le soulever normalement. Mais si on n'a pas d'ATP et que tu viens soulever, ça va tomber dessus, tu ne vas pas y arriver. Donc on a vraiment besoin de l'ATP pour aller contre concentration de gradient. Le gradient de concentration, j'arrête de le dire à l'envers. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'ATP et c'est pour ça qu'on crée, c'est comme ça qu'on crée ces charges. C'est comme ça qu'on arrive à aller contre concentration de gradient. À quoi ça sert? C'est pour créer ces charges et créer des différences de concentration entre les deux compartiments. C'est ça que ça sert en vrai. Bon, enfin bref. Bon. Je vais vous dire maintenant une petite relation avec la pharmaco. Donc, quand il est en stade E de P, il est inhibé par les digitalis, comme la digoxine. Et la ouabaïne. C'est des drogues, en fait, c'est des médicaments qu'on utilise, par exemple, pour les cardiaques, parce qu'ils bloquent cette pompe. Et ça fait un autre effet que je vais expliquer dans pas longtemps pour le coup. Donc là, voilà, on fait un peu de pharmaco pour le coup. C'est là où on utilise le digitalis pour bloquer cette pompe. D'accord. Je pense que vous avez compris. On va passer à la suite. Je vais vous donner un autre exemple d'une pompe comme ça, qui marche comme ça. C'est la pompe. Hydrogène, potassium, ATPase. ATPase. L'autre elle s'appelle la pompe sodium, potassium, ATPase. Parce qu'elle utilise l'ATP. Elle hydrolyse l'ATP, utilise l'énergie. Comme je vous ai dit, le gars qui va vous spotter pour vous aider à la salle, d'accord? Là, ça c'est dans l'estomac. À quoi va servir cette pompe? Cette pompe, par exemple, elle va nous permettre de sortir un hydrogène contre son gradient de concentration et de rentrer un potassium contre son gradient de concentration. Et qu'est-ce que ça va faire? Il y aura plus d'hydrogène dans l'estomac. Et qu'est-ce que ça fait l'hydrogène? Il faut se rappeler que le pH, c'est quoi? Le P dans pH, ça veut dire le moins de logarithme. Logarithme de 10, je crois même. De la concentration d'hydrogène. Donc, vu qu'il y a le moins ici, plus tu augmentes la concentration, plus tu diminues le pH à cause du moins ici. Parce que quand tu utilises le logarithme et que c'est négatif, c'est dans le sens opposé. Ça, c'est les mathématiques. Je déteste ça, je l'ai appris par cœur. Juste pour vous dire. On vous expliquer ça, allez voir votre prof de maths. Donc le pH, il diminue, donc le milieu est plus acide. Voilà ce qu'il arrive avec cette pompe, ça acidifie les aliments. C'est comme ça qu'on acidifie l'estomac. Et je vais en parler encore de pharmacologie, comme ça vous sentez que vous faites quand même un peu de médecine. L'oméprazole, c'est un antiacide. L'oméprazole, il bloque cette pompe, tout simplement. Il bloque cette pompe, donc tu as moins d'hydrogène dans l'estomac, c'est moins acide. Et bien voilà. Waouh, c'est magique. Je vais vous donner un autre exemple, carrément. Imaginons que vous avez une alcalose métabolique. Une alcalose métabolique, c'est-à-dire qu'on a réduit la concentration d'hydrogène. Et c'est à cause, ça peut être plein de causes, il y a plus de bicarbonate dans le sang, on a plus de base dans le sang, que les reins ne marchent plus très bien, l'insuffisance rénale, des choses comme ça. Voilà, je ne vais pas aller dans les détails, ça ne sert à rien, on dira ça dans d'autres cours. Donc quand elle diminue, qu'est-ce qui se passe? Cette pompe, la pompe, eh ben, elle pompe plus, voilà. Pour ne pas faire de bloc salace, mais c'est ce qui se passe. Elle pompe plus. Donc tu as plus de potassium qui vont être pris à l'intérieur de la cellule et plus d'hydrogène pour compenser la perte d'hydrogène. C'est ça qu'on appelle la compensation dans l'alcalose métabolique. Alcalose métabolique. C'est là où on parle de compensation. Et la compensation, c'est ce que ça fait. Il y a plus d'excrétion de H+, pour rétablir le niveau d'hydrogène et le pH, bien sûr. Parce qu'il faut rétablir le pH qui a augmenté, il faut le diminuer. Parce que le pH, ça joue sur le pKa de plusieurs protéines et tout ça, il ne marche plus bien, les enzymes, bref. Là, ça c'est de la biochimie, je ferai ça dans d'autres cours. Mais il y a un petit truc en disant qu'on est en fibrillation atrienne. Carrément, on va dire ça, créer une fibrillation atrienne. On va continuer l'histoire.
Ça, je vous expliquerai un autre truc pour le coup. Alors là, on va dire que c'est la cellule cardiaque. Alors ici, on va avoir d'autres transporteurs. On va avoir encore notre pote. Na plus K plus ATPase. Et là, on va avoir un autre pote. Celui-là, c'est un transporteur secondaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, de quoi il parle ce mec? Là, tu as le sodium qui part. 3 sodiums qui sortent. 1, 2 potassium qui rentre. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est un transport actif, mais secondaire. Pourquoi? Ça va prendre 3 sodiums à l'extérieur. Il y en a 3 qui sont sortis. Et là, il y en a 3 qui rentrent par là. Et le calcium, il sort par là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas d'ATP là. On n'utilise pas l'ATP. L'ATP n'est pas utilisé ici. Mais qu'est-ce qui se passe en revanche? C'est que l'énergie qui a été utilisée ici pour aller contre le gradient de concentration du sodium, l'énergie utilisée là, elle a été réutilisée pour reprendre ces 3 sodiums de ce côté-là, pour le coup, et de ressortir un calcium qu'on avait en plus ici, dans la cellule ventriculaire, par exemple, ou atriale. Vas-y, on compare avec l'atriale. Dans la cellule atriale, ou ventriculaire plutôt, excusez-moi. Je préfère. Dans la cellule ventriculaire. Et donc, c'est comme ça qu'on va excréter l'excès de calcium. Alors, c'est quand on a les polarisations des ventricules, par exemple. Je vais vous expliquer, sauf que ça a l'air un peu flou pour le coup, mais moi, j'aurais pas compris si on m'avait expliqué comme ça. On a ici le réticulum sarcoplasmique. Et là, on a une pompe, ça s'appelle le cerca. Et cette pompe-là, elle repompe le calcium en utilisant de l'ATP, elle aussi. Ça, c'est un actif transport, comme celui-là, c'est pas comme celui-là. Quand on a une contraction, on a le calcium qui va rentrer, et qu'on a la dépolarisation, le calcium il va sortir par là. On a d'autres canaux par ici. Le calcium va sortir, il va venir ici, il va être en excès, il va augmenter à l'intérieur de la cellule. Il va faire une liaison avec la troponine. La troponine va sortir de l'actine, elle va permettre de faire la liaison entre la myosine et l'actine. Et cette liaison de la myosine et l'actine, c'est ce qui permet de faire la contraction. Voilà, tout simplement. Et ensuite, cet excès de calcium, il est remis dans le réticulum sarcoplasmique en utilisant cette cerca. Mais on utilise aussi ça, ce transporteur-là, pour le coup. Et quand on utilise ce transporteur-là, ça permet de ressortir l'excès de calcium et de relaxer le muscle. Et si on voulait que le cœur il batte plus fort, par exemple, c'est là on va utiliser la digoxine qui va bloquer ces pompes. Et vu que l'énergie créée par ces pompes ne peut plus être utilisée ici, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une augmentation du calcium à l'intérieur des ventricules, le calcium c'est avec de plus, et on va avoir un effet inotropique positif. C'est là où on a une contraction du cœur qui va être plus forte. Et c'est à ça que ça sert, la digoxine par exemple. C'est qu'on a une fibrillation atriale. Qu'est-ce qu'on va faire? Le digoxine ne fait pas que ça. Il y a le nerf vagal qui va innerver le nœud sinusal et le nœud atrioventriculaire. Et cet influx, il est plus négatif, il ralentit. Donc pour la fibrillation atriale, c'est bien. On a moins d'excitation du sinus atrial et la conduction dans le sinus atrioventriculaire, dans le nœud atrioventriculaire, parce que pas le sinus, dans le nœud atrioventriculaire, on va diminuer, la conduction va être aussi diminuée. Donc on va diminuer tous ces petits fous là qui courent partout et qui veulent venir tout niquer dans le ventricule, on va les arrêter là-bas. Et qui plus est, le ventricule va avoir un rythme normal et il va pour moi se contracter encore plus fort, ce qui va nous permettre de survivre et de ne pas avoir la conséquence fatale de la fibrillation atriale. Donc voilà comment on est passé par exemple tout à l'heure on avait l'acidose métabolique qui a fait une hypocalémie, qui nous a fait une fibrillation atriale et on a utilisé la digoxine par exemple là pour bloquer cette fibrillation atriale. Il faut savoir que cette pompe cerca, elle utilise de l'ATP, elle aussi elle a un stade E1, E2, exactement comme l'autre, où elle a plus d'affinité pour le calcium ou non. Mais bon, on s'en fout. Voilà. Donc ça c'est l'effet inotropique dans votre négatif et tout ça. Maintenant on va parler d'autre chose. On va parler du transport actif secondaire.
Maintenant, on va parler. On a parlé de la diffusion simple. Maintenant, je vais parler de la diffusion facilitée, qui utilise, elle non plus n'utilise pas de l'énergie. Alors, par exemple, là, je vais vous donner l'exemple. Je vais donner déjà un tracé comme ça. Et je vais vous parler d'un cas où tu manges un repas rempli de carbohydrates. Tu vas manger un repas rempli de sucre. Par exemple, je vais aller au McDo, tu vas vous faire un truc hyper sucré, genre les sauces, tu vas taper plein de sauce, ou autre. Et ton insuline va augmenter. L'insuline va augmenter dans le tissu adipeux et dans les muscles. On va avoir des transporteurs, on appelle ça les GLUT4. Ces transporteurs GLUT4, ils permettent le transport facilité du glucose. Alors, c'est quoi la différence? Par exemple, dans le Connexon, on avait l'eau, il passait comme ça. Plus la différence de concentration de l'eau ici et ici, en grosso modo, on s'en fout, on en parle en général, est grande, plus la diffusion va se faire d'une façon proportionnelle par rapport à la concentration. Mais là, avec le glut là, qu'est-ce qui va se passer? C'est, là, on va avoir le transporteur, d'accord, je vais écrire manger, et on a la concentration ici. Qu'est-ce qui va se passer pour le glut? On va avoir une courbe comme ça. Et là, on va avoir une limite. On va appeler ça le T max. Et c'est quoi le T max? C'est que, alors je vais vous donner un exemple, là, je vous risquez de jamais l'oublier. Imaginez ces GLUT4, ces transporteurs, on va dire c'est des filles. Elles sont jolies. On va dire c'est 5 filles. Allez. 5 filles. On a 5 filles. Et on a au dehors 50 hommes en chien. Ouais, en chien, vraiment, en chien. Et il faut ces 5 filles là, ils sont en fond dedans, ils veulent dire, ah putain, vas-y, on va aller les voir et tout. Ils sont chauds, et les filles aussi, elles sont open mind. Mais elles leur disent, écoutez, nous on est 5, vous êtes 50, 10 par personne, et écoutez, on n'est pas des actrices porno, quoi. On peut en prendre 2 maximum, c'est tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir 10 hommes en chien pour 5 filles. Et là, il va y avoir 40 mecs en chien. Hommes, mecs, on s'en fout. En chien. Et bien le T-max, ça va être quoi? Ça va être 10 hommes en chien. C'est ça le T-max. Il ne peut pas prendre plus. Tu dois rajouter plus de filles pour pouvoir transporter plus de mecs, pour pouvoir satisfaire plus de mecs. Donc c'est comme ça que ça devrait se passer. Par exemple, dans le muscle, l'AMP, vu quand tu fais du muscle et tu utilises de l'ATP et tout ça qui est dégradé, l'AMP va activer des transporteurs GLUT4 en plus, qui va permettre de prendre plus de glucose et plus d'énergie pour faire ton exercice. Bon, ça c'est un petit exemple, ils sont pas un peu les couilles, mais je me suis dit que j'allais vous le dire. Alors, disons maintenant que tu es un diabétique. Attends, je vais te donner un autre exemple. Ça, on n'a plus besoin de tout ça. Alors, disons que tu es diabétique. Alors, on va aller dans le néphron, dans le... Voilà. On a le lumen, on a les cellules tubulaires proximales, et on a les capillaires péritubulaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Alors là, on a 40 mecs en chair, ils sont mieux. 40 mecs en chair. Et ici, on a un transporteur. On appelle le SGLT. Et là, c'est... Là, bon, je vais vous faire le transporteur dès maintenant. Na+, K+. Et là, on a un GLUT2. Bref. Le GLUT2 et le GLUT4, il y a une différence. Ça, c'est de la biochimie que je ne vous ferai pas aujourd'hui. Alors, bon, bref, on a le SGLT. Le SGLT utilise l'énergie de Na+. Donc, c'est un transport actif secondaire. Oui, monsieur. Il prend le glucose, enfin, les mecs en chien, et il prend le sodium. Genre le sodium qu'on a excrété là, il le reprend d'ici, tout simplement. Et là, on a le potassium, on s'en va les coups de notre potassium pour l'instant. Mais ce GLUT2, c'est le transport facilité. Donc, il peut être saturé, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, par exemple, si tu es un diabétique, tu as plein de mecs en chien, et là, tu n'as encore que 10 filles. Et les 10 filles, elles prennent 20 mecs en chien. On dit, bah nous, en fait, on fait 2 mecs max, on ne peut pas faire plus que ça. Il reste 20 mecs. Et normalement, il ne devrait pas en rester. Et bien, ces 20 mecs, qu'est-ce qu'ils vont se passer? Ils vont être évacués dans les urines. Et tu vas commencer à pisser du glucose, quoi.
Et c'est ce qui se passe dans les diabétiques. Ces transporteurs sont saturés. La concentration, il faut arriver vraiment, je pense, à partir de 300 mg par décilitre, tu vas commencer à avoir une saturation de ces canaux. Et au-dessus de 300 mg par décilitre, par exemple 500 mg par décilitre, 5 g par litre si tu préfères, eh ben, tu vas commencer à avoir de l'urine, du sucre dans les urines. Et du glucose plutôt. Et ce glucose, qu'est-ce qu'il fait? Il attire avec lui de l'eau et tu perds plus d'eau. Ce qui fait que tu es déshydraté, tu es la polygypsie. C'est quoi la polygypsie? C'est que tu vas avoir plus soif parce que l'osmolarité va changer, tu vas avoir plus, ça va aller dans l'hypothalamus et tout ça, tu vas avoir plus soif et tu vas avoir plus d'eau. Bon. Ce détail-là, ça sera qu'on va parler de pathologie. Hein. Non, je vous ai donné juste un petit exemple tout simplement. Donc voilà comment ça marche. Maintenant, on va parler d'autre chose. Un petit détail que j'ai oublié. Là, on a le connexon pour l'eau, par exemple. L'eau va passer comme ça. Mais pourquoi il n'y a que l'eau qui passe? Voilà, on peut se poser comme cette question. Je comprends qu'on puisse se poser cette question. Pourquoi il n'y a que l'eau qui passe? Parce que dans ce canal, il est petit. Donc, ça va être sélectif par rapport à la taille. Et l'eau, il est beaucoup plus petit que le sodium ou le potassium. Ce qui fait qu'il n'y a que de l'eau qui va passer. On va avoir aussi des canaux qui vont faire passer que du potassium, par exemple. Et c'est la même chose, on parle de la dimension. Ils vont être plus petits, le potassium va pouvoir passer, il fait cette taille, il passe. Mais le sodium, il est trop grand, par exemple, il ne va pas pouvoir passer. On a un petit truc de détail, on a des groupes carbonyles ici, qui sont chargés négativement, qui fait qu'il y a une sélection par rapport à la taille et à la charge. Ce qui fait qu'il n'y a que le potassium qui peut passer. Genre si le chlorure il fait la même taille que le potassium, à cause de la charge, il va être repoussé. Ce qui fait qu'il n'y a que le potassium qui va passer. Et de même, il y a des canaux juste pour le sodium. Il n'y a que le sodium qui va passer tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on a des canaux comme ça. Maintenant je vais parler d'autres types de canaux. Alors, on a les canaux voltage dépendants. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas très compliqué. Ils sont voilà. Ils sont comme ça au début. Quand la membrane elle a moins 90 millivolts, normalement. Ça, je vais parler de ça dans le prochain cours. On s'en fout. On va dire 90 millivolts. À moins 60 millivolts, ces voltages dépendants, ces canaux voltage dépendants vont commencer à s'ouvrir. C'est pour le sodium, cela. Vont commencer à s'ouvrir à moins 60 millivolts. Ils s'ouvrent petit à petit, genre ça s'ouvre un petit peu comme ça commence à se fermer un petit peu comme ça, petit à petit, et il y a du sodium qui passe entre temps. Et c'est ça qu'on appelle la potentiel d'action. C'est quand on va avoir une dépolarisation de la membrane, ces canaux vont s'ouvrir, il va y avoir plein de sodium qui va rentrer, on va avoir ce qu'on appelle un potentiel d'action. C'est ça le potentiel d'action. C'est pour ça que je vous parle de tous ces canaux, pour que vous puissiez comprendre tout cela. Et pour que je vous fasse comprendre aussi pourquoi c'est moins 90. J'avais dit tout à l'heure que c'était moins 5 millivolts, mais on aura moins 90 et je vous expliquerai pourquoi le prochain cours, bien sûr. Alors, on a des voltages dépendants pour le sodium, mais on en a aussi pour le calcium ou bien pour le potassium. La même merde. Je vais vous donner un autre exemple encore. Alors, dans la jonction neuromusculaire, on a des canaux ligands dépendants. Alors, c'est quoi le ligand? Par exemple, là, comme je vais vous dire, on va parler de jonction neuromusculaire. Ici, on a des vésicules d'acétylcholine, et ça, c'est des récepteurs nicotiniques. Ça veut dire qu'ils peuvent se lier à l'acétylcholine, mais aussi à la nicotine. Nicotine, c'est ce que tu trouves dans la cigarette, je pense que tout le monde le sait. Et ils sont fermés normalement. Et qu'est-ce qui se passe? L'acétylcholine va se lier à ce canal, il va s'ouvrir. Il va être perméable au sodium et au calcium. Et si on fait l'équation de Goldman, ça va s'équilibrer, ça va faire un mini potentiel, pas un potentiel d'action, des mini potentiels d'action qui vont s'accumuler pour créer ensuite un potentiel d'action dans le muscle, qui vont aller dans les tubules T et qui vont permettre de dépolariser le muscle pour la contraction. Ça, c'est d'autres détails dont je ne rentrerai pas dedans maintenant. Mais c'est comme ça que ça se passe.
Ça, c'est un autre exemple des canaux dépendants des ligands. Ligands dépendants, des ligands, bon bref, vous avez compris l'idée, je crois. Et on a un autre, il range les deux. On appelle ça un récepteur NMDA. Son ligand, c'est le glutamate. Je pense que c'est le glutamate, je ne suis pas sûr, franchement. Et aussi du magnésium. Et il y voltage plus ligand dépendant. C'est-à-dire qu'il faut dépolariser pour que le magnésium se casse. Et il faut en plus le ligand pour que ça, enfin, ça s'ouvre. Voilà. Et c'est les récepteurs qu'on utilise pour la douleur, par exemple. Bon, voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc, maintenant, on va récapituler et c'est fini. Voilà. Alors, je vais faire une grande membrane et on va y aller. Alors, on a les molécules hydrophobes. Ils vont passer par cette diffusion. Ça va dépendre de comment elle est la membrane, si elle est grande ou pas, comment la molécule elle est grande ou pas, les visqueuses et tout ça. Ça va dépendre juste de ça parce que eux ils peuvent passer par la membrane sans passer par aucun canal. Voilà, ça j'ai déjà expliqué. Et on a la diffusion simple. La diffusion simple. Par exemple, les connexions avec l'eau ou ceux des sodiums par rapport à la concentration et tout ça, pas d'utilisation d'énergie, quelle que soit la forme de l'énergie. On a aussi les glutes là, dont on a parlé, la diffusion facilitée. Donc on a la diffusion simple et facilitée. Et la diffusion facilité. Ensuite, on a le transport actif. On a le transport actif primaire et secondaire. Le secondaire, on a un sympore, non, un antipore avec 3 sodium qui rentrent. On a parlé dans le muscle cardiaque. Et un calcium qui sort, ou bien un sympore dans le rein, dans le néphron, avec du glucose qui rentre et du sodium qui rentre. Et bien sûr, on a les transports actifs avec la pompe sodium-potassium. Et ces transporteurs vont utiliser l'énergie qu'on a utilisée pour faire ressortir le sodium contre le grade de concentration. On va utiliser cette énergie-là pour faire rentrer ce sodium, utiliser cette énergie pour faire sortir du calcium ou pour faire rentrer le glucose contre son gradient de concentration. Et c'est ce qu'on appelle ici un antipore. Antipore. Parce que c'est dans le sens contraire, le sodium rentre et le calcium sort. Et si c'est un sympore, c'est dans le même sens, le glucose rentre avec le sodium, mais le glucose rentre contre son gradient de concentration. Et si le calcium il sort contre son gradient de concentration. Oui, bien sûr. Et ici, utilisation d'énergie. Voilà. Je pense que c'est tout. On a parlé. Ça, c'est polaire. Les molécules polaires. Et ça, c'est les molécules non polaires. Je pense que c'est tout. Voilà. Maintenant, je pourrais parler enfin de potentiel d'action et de nerfs, l'équation de nerfs et tout ça, parce que vous avez finalement compris, je pense. Tout ce charabia, c'était long, c'est un peu fatigant. Bon, j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour l'expliquer le plus clairement possible. Donc, bon, si vous voulez, vous commentez, vous pouvez subscribe, ce que vous voulez. Franchement, c'est vos affaires. Moi, je fais ça pour le plaisir, pour vous aider. Si ça vous aide, c'est bien. Ça vous aide pas, j'y peux rien. Donc voilà. Donc, je vous dis à la prochaine, la semaine prochaine, comme d'habitude. Moi, j'ai le temps de faire une vidéo que le dimanche. C'est pour ça que je fais aussi peu de vidéos. Parce que j'ai pas le temps. J'ai beaucoup de boss à côté. Donc, moi, je vous vois la semaine prochaine. Et voilà, enjoy votre semaine. Allez, goodbye, bye bye.